Il a trouvé un louveteau tremblant, abandonné dans la forêt glacée. Leurs regards se sont croisés dans une connexion qui défierait les lois de la nature. Ce qui a commencé comme un simple sauvetage s'est transformé en un voyage extraordinaire de compassion, de sacrifice et de liberté. Entre nuits blanches et critiques implacables, un lien impossible a changé deux vies pour toujours. Une histoire qui touchera votre cœur. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous regardez. Pouvons-nous imaginer l'instant précis où nos vies basculent complètement? Cet instant suspendu dans le temps, où l'univers conspire pour placer sur notre chemin quelque chose qui transformera tout ce que nous connaissons. C'est ainsi, par un matin glacial d'automne, dans une région montagneuse et boisée de France, avec le ciel peint de nuances grisâtres et la forêt silencieuse sous le manteau de rosée gelée, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le vent mordant murmurait parmi les pins anciens, tandis que Michel avançait à pas prudents sur un tapis de feuilles sèches. Photographe animalier depuis plus de 30 ans, ses yeux exercés captaient chaque détail de cette symphonie silencieuse qu'offrait la forêt. Chaque goutte de rosée, chaque rayon de soleil qui parvenait à pénétrer la dense canopée des arbres, chaque mouvement furtif des petits habitants de ce sanctuaire naturel. Il cherchait la solitude, cherchait le silence, cherchait à se reconnecter après des années passées à documenter la beauté sauvage du monde. Toujours derrière un objectif, toujours distant, toujours observateur. Sa cabane à la lisière de la forêt était son refuge, un lieu où les attentes du monde ne l'atteignaient pas, où les téléphones ne sonnaient pas sans cesse, où les éditeurs n'exigeaient pas de délais impossibles. C'est alors qu'il entendit un son presque imperceptible, facilement confondable avec le murmure du vent dans les feuilles, mais qui détonnait avec l'harmonie naturelle de cet environnement. Un pleur faible, tremblant, désespéré. Michel s'arrêta, ajustant ses sens pour capter la direction de cette complainte. Quelques pas plus loin, derrière un tronc tombé recouvert de mousse, la réponse à ce mystère l'attendait. Et il était là, petit, fragile, tremblant violemment, les yeux bleus mi-clos par la faiblesse, un louveteau n'ayant pas plus de quelques semaines, abandonné à son sort dans cette forêt impitoyable. Des yeux qui, malgré la peur évidente, soutinrent le regard de Michel avec une intensité troublante. C'était comme si ces deux âmes, si différentes et pourtant si semblables, reconnaissaient quelque chose l'une dans l'autre. Une solitude partagée, une résilience silencieuse. « Où est ta mère ?»« Petit » murmura Michel, sachant qu'il n'obtiendrait pas de réponse mais ressentant le besoin de briser ce silence chargé de sens. Il savait ce qu'il devait faire. 30 ans à photographier la vie sauvage lui avaient enseigné le principe le plus fondamental de la nature. Ne pas interférer, ne pas perturber le délicat équilibre qui soutient la vie et la mort dans les forêts. Mais quelque chose dans ses yeux bleus défiait tous ces principes. Quelque chose dans cette créature désemparée parlait directement à son cœur, un organe qu'il croyait avoir fait taire des années auparavant au nom de l'objectivité professionnelle. Les siens. Minutes suivantes se déroulèrent en une danse prudente. Michel fouilla la zone à la recherche de signes de la mère louve ou d'autres membres de la meute. Rien. Seulement le silence et la certitude croissante que ce louveteau avait été abandonné, ou pire, avait perdu sa famille à cause de braconniers, qui opéraient encore dans cette région. Le soleil se déplaçait lentement dans le ciel, les ombres s'allongeaient, et la température commençait à chuter encore davantage. La nuit serait impitoyable. Et Michel savait, avec une certitude douloureuse, que le louveteau ne survivrait pas jusqu'à l'aube. C'est à ce moment-là, alors que le soleil couchant projetait des rayons dorés à travers les arbres, que Michel prit une décision qui allait complètement altérer le cours de son existence. Retirant son lourd manteau, il s'approcha lentement du louveteau, qui tenta, sans succès, de s'éloigner avec un faible grognement. « Je sais, petit, je sais », murmura-t-il, enveloppant délicatement l'animal dans le tissu chaud. « Mais je dois t'emmener avec moi, juste pour aujourd'hui, juste jusqu'à ce que nous trouvions de l'aide. » Le louveteau ne résista pas, peut-être par faiblesse, peut-être par un instinct primitif qui lui disait que cet humain représentait sa seule chance de survie. Ses yeux bleus fixèrent Michel avec une expression qui semblait mêler peur et gratitude.
Une combinaison que le photographe aurait juré impossible chez un animal sauvage. Le chemin du retour vers la cabane sembla interminable. Chaque pas était fait avec un soin redoublé, chaque mouvement calculé pour ne pas déranger la petite créature qui tremblait maintenant contre sa poitrine. Michel pouvait sentir le cœur du louveteau battre frénétiquement, une percussion désespérée contre le rythme plus lent de son propre cœur. La cabane apparut, enfin entre les arbres, une structure modeste en bois qui exhalait de la fumée par la cheminée. Promesse de chaleur et de sécurité. Michel avait laissé le feu allumé avant de partir. Une précaution contre le froid inclément qui descendait des montagnes à cette époque de l'année. En franchissant le seuil, une réalité inquiétante le frappa. Que faire maintenant? Ses connaissances sur les loups venaient d'observations à distance, de photographies prises depuis des affûts soigneusement positionnés. Jamais il n'avait été aussi proche, aussi personnellement impliqué. Jamais il n'avait assumé la responsabilité directe d'une créature sauvage. Michel déposa le paquet tremblant sur une couverture près de la cheminée. Le louveteau, maintenant sous la lumière vacillante du feu, se révélait encore plus fragile qu'il n'avait paru dans la forêt. Son poil gris était emmêlé et sale. Ses côtes proéminentes dénonçaient des jours, peut-être des semaines, de faim. Ses yeux, cependant, ses yeux bleus intenses, continuaient d'observer Michel avec une lucidité troublante. Les heures suivantes se transformèrent en une course contre la montre. Michel chauffa du lait, suivant plus ses instincts que ses connaissances. Il chercha dans sa bibliothèque limitée des informations sur les soins aux jeunes animaux sauvages. Il tenta sans succès de contacter le service des parcs nationaux par son téléphone satellite. La tempête qui approchait bloquait le signal, les isolant encore davantage dans ce refuge isolé. Lorsque la nuit enveloppa finalement la forêt de son manteau sombre et que la neige commença à tomber en gros flocons, Michel se retrouva assis par terre devant la cheminée, observant le petit loup qui, miraculeusement, avait accepté quelques cuillerées de lait tiède mélangé à du jaune d'œuf, une recette que sa grand-mère utilisait pour les petits orphelins à la ferme où il avait grandi. « Tu as besoin d'un nom », dit-il, brisant le silence qui emplissait la cabane. « Tu ne peux pas être juste le petit ou le loup. » L'animal leva légèrement la tête, comme s'il comprenait qu'on s'adressait à lui. « Esprit », décida Michel après quelques instants, « parce que c'est ce que tu es, un esprit de la forêt, et parce que, selon certaines croyances, les loups sont des guides spirituels, des messagers entre les mondes. Et c'est ainsi, sous le crépitement du bois dans la cheminée et le sifflement du vent qui hurlait maintenant autour de la cabane, que naquit une alliance improbable entre un homme qui cherchait l'isolement et un louveteau qui avait désespérément besoin de connexion. Une alliance qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir à quel point elle transformerait profondément leurs existences. Les premiers jours furent une danse délicate entre espoir et désespoir. Esprit refusait de manger régulièrement, se cachant dans les coins les plus sombres de la cabane chaque fois que Michel s'approchait. La fièvre vint la 3e nuit, une crise qui laissa le photographe éveillé jusqu'à l'aube, appliquant des compresses froides sur le petit corps tremblant, murmurant des mots d'encouragement qu'il savait que le louveteau ne comprenait pas, mais qui semblaient d'une certaine manière l'apaiser. C'est pendant cette veille interminable, observant la lutte silencieuse d'esprit contre la mort, que Michel réalisa à quel point sa propre vie était devenue vide. Des années à enregistrer la beauté du monde à travers un objectif, mais sans jamais vraiment en faire partie. Toujours observateur, jamais participant, enregistrant le drame de la vie sauvage avec une objectivité clinique, mais ne se permettant jamais de ressentir véritablement l'émotion brute de l'existence. « Nous allons survivre à ça, esprit », promit-il, tandis que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les fenêtres embuées. Nous deux, ensemble, comme, pour répondre à cette promesse faite avec le cœur plus qu'avec la raison, la fièvre céda. Esprit ouvrit ses yeux bleus, maintenant plus clairs et alertes que jamais, et pour la première fois depuis son arrivée à la cabane, lécha volontairement la main de Michel. Ce petit geste, si insignifiant pour n'importe quel observateur, marqua le début d'une transformation. Une muraille avait été abattue, un pont construit, une connexion établie. Les jours se transformèrent en semaines,
et les semaines commencèrent à s'accumuler en mois. La neige qui couvrait la forêt fondit et réapparut plusieurs fois, marquant le passage du temps dans ce monde isolé où seul l'homme et le loup existaient, dans une harmonie de plus en plus profonde. Esprit grandissait à vue d'œil. Son corps, autrefois fragile, gagnait en force et en définition. Son poil, auparavant terne et emmêlé, brillait maintenant sous la lumière du soleil lorsque Michel l'emmenait pour de petites expéditions autour de la cabane. Ses yeux, cependant, ces mêmes yeux bleus qui avaient capturé l'âme du photographe ce premier matin dans la forêt, restaient inchangés, fenêtre sur une intelligence sauvage qui fascinait autant qu'elle intimidait. La routine qui s'établit entre eux était à la fois structurée et fluide. Ils se réveillaient avec le soleil, partageaient des repas adaptés aux besoins de chacun, exploraient les environs avec une prudence croissante à mesure qu'Esprit devenait plus fort et confiant. La nuit, ils s'asseyaient devant la cheminée, l'homme et le loup, chacun absorbé par ses propres pensées, mais d'une certaine manière profondément connectés dans un silence confortable qu'aucun des deux ne ressentait le besoin de briser. Ce fut pendant l'un de ces moments de quiétude partagée que Michel réalisa qu'il n'avait pas pris une seule photographie depuis des mois. Son appareil photo, autrefois une extension de son propre corps, gisait oublié dans son sac, recouvert d'une fine couche de poussière. La prise de conscience le frappa comme une vague. Il ne lui manquait pas. Pour la première fois depuis des décennies, il ne ressentait pas le besoin de capturer les moments sur pellicule ou en pixels. Il était trop occupé à les vivre. Son téléphone sonna cette nuit-là, le premier contact avec le monde extérieur depuis des semaines. C'était son éditeur, une voix du passé qui sonnait étrangement dissonante dans le petit univers que Michel avait construit avec Esprit. « Où diable vous êtes-vous fourré, Michel ? Nous avons des délais. L'exposition à Paris aura lieu dans 3 mois, et vous n'avez pas envoyé une seule nouvelle photo. » La voix exaspérée à l'autre bout de la ligne semblait venir d'une autre planète, d'une autre vie que Michel reconnaissait à peine comme la sienne. Une vie d'hôtel impersonnel, de vols interminables, de réunions stériles avec des dirigeants qui voyaient la nature comme une marchandise, la beauté comme un produit. « Je ne peux pas maintenant, Robert, » répondit-il simplement, observant Esprit qui avait levé la tête au son de la voix étrange, oreilles dressées, yeux fixés sur Michel avec une expression qui semblait questionner l'intrusion. « Je suis au milieu de quelque chose d'important. » « Important ? Plus important que votre carrière ? Plus important que le contrat que vous avez mis 15 ans à décrocher ? Vous avez complètement perdu la tête, mon vieux. » Michel regarda Esprit, ses yeux qui étaient devenus son miroir, sa conscience, sa connexion à quelque chose de plus grand qu'il n'avait jamais pu nommer. Et la réponse vint naturellement, sans hésitation, sans remords. Oui, beaucoup plus important. L'appel se termina par un tourbillon de menaces et d'ultimatums. Son contrat serait résilié, sa réputation ruinée, ses photographies retirées de l'exposition, son héritage effacé. Étrangement, en raccrochant le téléphone et en le posant de côté, peut-être pour ne plus l'utiliser avant longtemps, Michel ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis sa jeunesse. Comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. Comme si, en perdant tout ce qu'il avait un jour considéré comme important, il avait enfin trouvé ce qui comptait vraiment. « Nous ne sommes que nous deux maintenant, Esprit, » dit-il, tendant la main vers le loup qui, étonnamment, s'approcha et posa sa tête sur son genou, un geste d'intimité qui le surprenait encore. « Et tu sais quoi ? C'est plus que suffisant. » Mais le monde, comme toujours, refuse de rester à distance. Par un matin particulièrement froid, alors que Michel revenait de sa promenade matinale pour ramasser du bois, il aperçut un véhicule, s'approchant par la route quasi impraticable qui menait à sa cabane, un véhicule officiel du service des parcs nationaux, avançant lentement entre les congères. Son cœur s'emballa. Pendant des mois, il avait protégé Esprit non seulement du froid et des prédateurs, mais aussi des yeux de la loi. Il savait parfaitement qu'abriter un loup sauvage, une espèce protégée, sans les autorisations nécessaires, était illégal. Cela pouvait entraîner des amendes astronomiques, voire la prison. Plus dévastateur encore, cela pourrait signifier la séparation d'esprit, qu'il ne considérait plus comme un animal de compagnie, mais comme un égal, un compagnon, un ami au sens le plus profond du mot.
Reste ici, murmura-t-il au loup, qui observait la fenêtre avec méfiance, sentant la tension dans l'air. Ne fais aucun bruit. Le véhicule se gara, et une femme en descendit. Grande, avec des cheveux gris attachés en un chignon, sévère, vêtue de l'uniforme vert foncé du service des parcs nationaux et portant une planchette. Ses pas étaient décidés. Ses yeux scrutaient la cabane et les environs avec un regard professionnel, entraîné à détecter les irrégularités. « Monsieur Dubois ? Michel Dubois ?» appela-t-elle, frappant fermement à la porte. Michel ouvrit, se forçant à paraître décontracté, insouciant, ignorant le fait que son cœur battait si fort qu'il craignait qu'elle ne l'entende. « C'est bien moi. En quoi puis-je vous aider ?» Docteur Hélène Lefebvre, biologiste en chef du service des parcs nationaux pour cette région, se présenta-t-elle, tendant une main gantée que Michel serra automatiquement. « Pouvons-nous parler à l'intérieur ? Il gèle ici. » Dehors, avant qu'il ne puisse inventer une excuse, elle était déjà passée devant lui, entrant dans la cabane chauffée. Michel ferma brièvement les yeux, se préparant à l'inévitable, à la fin de tout. Mais en se retournant, il ne trouva pas le désastre qui l'attendait, mais une scène qu'il n'oublierait jamais. Esprit, normalement si méfiant envers les étrangers, était assis calmement devant la visiteuse, qui s'était agenouillée et l'observait non avec horreur ou indignation, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration professionnelle. « Extraordinaire !» murmura-t-elle, gardant une distance respectueuse mais observant chaque détail de l'animal avec des yeux exercés. « Combien de mois estimez-vous qu'il est ?» Michel, momentanément sans voix, retrouva finalement sa voix. « 6 peut-être ? 7. Je l'ai trouvé abandonné dans la forêt il y a 4 mois. » Hélène hocha la tête sans quitter Esprit des yeux, qui l'observait avec la même intensité calculatrice. « Et vous vous en êtes occupé seul pendant tout ce temps ? Sans formation spécialisée ? Sans assistance vétérinaire ? J'ai consulté quelques livres. J'ai utilisé mon bon sens. J'ai fait de mon mieux, » répondit-il sur la défensive, se préparant à la réprimande, aux accusations d'ingérence irresponsable, à la citation légale qui ne manquerait pas de suivre. Au lieu de cela, Hélène se leva lentement et soutint son regard avec ce qui semblait être un respect sincère. « Ce que vous avez réussi ici est remarquable, monsieur Dubois. Ce loup aurait dû mourir, ou, au mieux, être complètement dépendant des humains et incapable de retourner à la nature. Pourtant, il est en bonne santé, visiblement bien nourri. Et plus important, il a gardé son essence sauvage. Il ne se comporte pas comme un chien domestiqué. Il se comporte comme un loup. Esprit, corrigea Michel automatiquement. Son nom est Esprit. » Hélène sourit pour la première fois. Un sourire qui adoucit les lignes sévères de son visage. Esprit, un nom approprié. Elle sembla peser ses prochains mots avec soin. « Monsieur Dubois, je suis venu ici aujourd'hui parce que nous avons reçu des signalements d'un possible loup détenu en captivité. J'étais préparé à confisquer un animal maltraité et à porter plainte contre un contrevenant. » Michel déglutit, sentant le poids de la peur qu'il avait portée pendant des mois. « Au lieu de cela, poursuivit-elle, j'ai trouvé quelque chose que je croyais impossible. Une relation symbiotique entre l'homme et le loup qui n'a pas compromis la nature essentielle de l'un ou de l'autre. » Elle marqua une pause, observant Esprit, qui était retourné près de la cheminée, et observait la conversation avec ses yeux bleus perçants. « Qu'avez-vous l'intention de faire de lui à long terme ?» La question frappa Michel avec une force dévastatrice. C'était quelque chose qu'il avait évité de penser, bien qu'il sût, au plus profond de son âme, que le jour viendrait. Esprit n'était pas un chien. Ce n'était pas un animal de compagnie, c'était une créature née pour courir libre, pour chasser, pour vivre en meute. « Je ne sais pas, » admit-il finalement, sentant le poids de cette vérité. « Je sais, juste que je ne peux pas simplement l'abandonner. Je ne peux pas imaginer... » « J'ai une proposition, » interrompit Hélène, reprenant son ton professionnel. « Une proposition qui pourrait bénéficier non seulement à Esprit, mais potentiellement à toute la population de loups de cette région. Et c'est ainsi, par un matin d'hiver qui avait commencé dans la peur, que naquit une nouvelle possibilité. Un programme de réhabilitation progressive, supervisé par Hélène et son équipe, qui préparerait Esprit à une éventuelle réintroduction dans la nature. Un programme qui permettrait à Michel de rester impliqué,
de documenter le processus, de devenir partie prenante de quelque chose de plus grand que sa douleur personnelle de séparation. Ce ne sera pas facile, avertit Hélène alors qu'elle se préparait à partir, des heures plus tard après avoir détaillé les points du plan. Ni pour vous, ni pour lui. Il y aura des moments où vous douterez, des moments où vous voudrez abandonner, des moments où l'amour que vous ressentez pour lui entrera en conflit direct avec ce qui est le mieux pour sa nature sauvage. Michel hocha la tête, sachant qu'elle avait raison, sentant le poids de cette vérité comme une pierre sur sa poitrine. Mais ressentant aussi, paradoxalement, une nouvelle légèreté, un but, un chemin. « Je comprends », répondit-il simplement, « mais je ferai ce qui est nécessaire pour lui. » Hélène sourit à nouveau, ce sourire qui transformait son visage austère en quelque chose de presque maternel. « Je sais que vous le ferez, monsieur Dubois. C'est pourquoi je suis prête à risquer ma propre carrière dans ce projet non conventionnel. » Elle regarda Esprit une dernière fois. Certains diraient que c'est de la folie, que nous projetons des émotions humaines sur un prédateur, mais en vous regardant tous les deux, eh bien, peut-être que certaines connexions transcendent les barrières entre les espèces. Lorsque le véhicule disparut au tournant de la route, Michel rentra, se sentant inexplicablement épuisé et revigoré à la fois. Esprit vint à sa rencontre, se frottant légèrement contre sa jambe, un geste d'intimité qui le surprenait encore. « Les choses vont changer, mon ami, » dit-il, s'agenouillant pour regarder directement dans ses yeux qui étaient devenus son miroir. « Mais je promets d'être avec toi à chaque étape. Je promets de ne jamais t'abandonner comme ils l'ont fait avant. » Et cette nuit-là, tandis que la neige tombait doucement dehors, les isolant du monde une fois de plus, Michel prit son appareil photo oublié. Il en retira la poussière avec un soin quasi révérencieux. Il ajusta les réglages. Et pour la première fois depuis des mois, il commença à photographier. Mais cette fois, c'était différent. Il ne capturait pas la nature de loin, comme un observateur distant. Il documentait son propre voyage à l'intérieur d'elle, sa propre transformation d'observateur à participant, de solitaire à connecté, de perdu à trouvé. Le printemps arriva dans la forêt avec une explosion de vie nouvelle. La neige fondit, révélant le sol encore endormi. Des bourgeons verts surgissaient partout, promettant un renouveau après le long hiver. C'était comme si la nature elle-même reflétait la transformation qui s'opérait dans la petite cabane, à la lisière de la forêt. L'enclos extérieur qu'Hélène avait aidé à construire pour Esprit était enfin terminé. Une structure spacieuse qui s'étendait de la cabane jusqu'à la lisière de la forêt, offrant au loup, qui était maintenant presque complètement adulte, de l'espace pour courir, explorer et se reconnecter progressivement avec son environnement naturel, le tout sous les regards attentifs de Michel et de l'équipe de biologistes qui rendaient visite régulièrement. Sa progression est remarquable, commenta Hélène par un après-midi particulièrement chaud, observant tandis qu'Esprit poursuivait un petit rongeur parmi les buissons de l'enclos. Son comportement était purement instinctif, la posture de chasse parfaite pour un loup, sans aucun des maniérismes acquis que les animaux élevés par des humains développent normalement. Il a gardé son essence sauvage intacte. Michel, qui photographiait la scène à une distance respectueuse, baissa son appareil photo et sourit. « Il n'a jamais vraiment été à moi, vous savez. Je crois que je l'ai toujours su. Depuis le premier jour, quand nos regards se sont croisés, dans la forêt, j'ai compris qu'il n'était que temporairement sous ma garde, qu'il appartenait à quelque chose de plus grand. » Hélène hocha la tête, une lueur d'approbation dans ses yeux habituellement sévères. « C'est pourquoi ça fonctionne, Michel. Parce que vous comprenez ce que peu d'humains parviennent à saisir. Qu'aimer véritablement quelque chose de sauvage signifie accepter sa nature, ne pas essayer de la changer pour répondre à nos besoins. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond chez Michel. Une vérité qu'il déterrait graduellement pendant ces mois passés avec Esprit. Une leçon sur l'amour, la liberté et la beauté douloureuse de laisser partir. Le plan progressait, par phases soigneusement calculées. D'abord, réduire progressivement le contact humain avec Esprit. Une séparation douce mais nécessaire qui faisait plus mal à Michel qu'il ne l'admettrait jamais à voix haute. Ensuite, introduire des proies vivantes dans l'enclos,
permettant au loup de développer et d'affiner ses compétences naturelles de chasse. Enfin, et c'était l'étape qui terrifiait le plus Michel, préparer Esprit à une éventuelle réintroduction dans une meute sauvage qui avait été identifiée à quelques kilomètres de distance. Il y a un petit groupe, seulement 5 loups, qui a récemment perdu un membre, expliqua Hélène lors d'une des sessions de planification. C'est une opportunité rare. Les meutes acceptent rarement les étrangers, mais la dynamique de ce groupe spécifique et l'âge d'Esprit augmentent. Les chances d'acceptation. Et s'ils le rejettent ? Demanda Michel, la voix légèrement tremblante, trahissant la peur qu'il tentait de maîtriser. Et s'ils l'attaquent ? Hélène n'offrit pas de fausses garanties. Ce n'était pas son style. C'est un risque significatif. Mais l'alternative est de le maintenir dans un limbo artificiel pour toujours, ni véritablement domestiqué, ni véritablement sauvage. Serait-ce une vie pour lui ? La réponse était évidente, aussi douloureux que ce fût à admettre. Ce ne serait pas une vie, ce serait une existence. Et Esprit, avec son intelligence féroce et sa dignité intacte, méritait plus que simplement exister. Il méritait de vivre pleinement, comme la magnifique créature qu'il était destiné à être. La nouvelle vint inopinément par un appel du département communication du service des parcs nationaux. Une société de production de documentaires avait entendu parler du projet non conventionnel impliquant Esprit et était intéressée par la documentation du processus de réhabilitation et de réintroduction. Une opportunité non seulement d'enregistrer le voyage pour la postérité, mais aussi d'éduquer le public sur la conservation, la coexistence et le délicat équilibre des écosystèmes forestiers. Normalement, je refuserais immédiatement, confessa Hélène. L'exposition médiatique complique généralement les projets sensibles comme celui-ci, mais cette société de production a un solide historique de documentaires responsables et scientifiquement précis. Et franchement, nous avons besoin de la sensibilisation du public. Les loups sont encore persécutés, encore mal compris. Michel, qui autrefois aurait évité les feux de la rampe à tout prix, se retrouva à contre-cœur au centre de l'attention. Si l'histoire d'Esprit pouvait changer les perceptions, sauver d'autres vies sauvages, créer de la compréhension là où il y avait auparavant de la peur, alors cela valait la peine d'être raconté. Les tournages commencèrent discrètement, avec une petite équipe gardant une distance respectueuse, suivant rigoureusement les protocoles établis par Hélène pour minimiser la perturbation d'Esprit. Le loup, maintenant complètement adulte avec son magnifique pelage gris argenté et ses mêmes yeux bleus perçants, était devenu encore plus impressionnant. Sa présence commandait l'attention, le respect, voire la révérence. « Je n'ai jamais rien vu de tel », commenta la réalisatrice du documentaire après le premier jour de tournage. « La manière dont il vous regarde, c'est comme s'il y avait une conversation en cours que le reste d'entre nous ne peut pas entendre. » Michel sourit, mais ne tenta pas d'expliquer. Comment le pourrait-il ? Comment pourrait-il mettre des mots sur la communication silencieuse qui s'était développée entre lui et Esprit au cours de ces mois ? Un langage sans mots, fait de regards, de mouvements subtils, de compréhension mutuelle. L'automne revint dans la forêt, marquant une année complète depuis ce premier matin, fatidique, où Michel avait trouvé un louveteau agonisant derrière un tronc tombé. Une année de croissance, d'apprentissage, de transformation. Une année qui avait tout changé. La date que tous craignaient et anticipaient arriva finalement. Le jour de la première tentative d'approche avec la meute sauvage. Un enclos temporaire fut construit à la périphérie du territoire du groupe, permettant à Esprit et aux loups sauvages de s'observer, de se sentir, de s'évaluer à travers les barrières. Michel ne dormit pas la nuit précédente. Comment le pourrait-il ? Chaque cellule de son corps semblait vibrer d'un mélange toxique d'espoir et de terreur. L'espoir qu'Esprit trouve sa place, son but, sa véritable existence. La terreur de perdre la créature qui était devenue une partie si fondamentale de sa propre âme. Le matin arriva, gris et froid, reflétant l'état d'esprit de toutes les personnes impliquées. L'équipe du service des parcs nationaux s'activait, avec une efficacité silencieuse, vérifiant l'équipement, confirmant les positions, se préparant à toutes les éventualités. L'équipe de tournage se tenait à distance, capturant le moment historique sans interférer. Et puis, le moment
que Michel craignait autant qu'il attendait avec impatience. L'heure de conduire Esprit vers l'enclos de transition. L'heure de commencer le processus de séparation finale. « Vous avez quelques minutes seul avec lui », dit doucement Hélène, comprenant l'ampleur émotionnelle du moment. « Nous savons que ce n'est pas seulement de la science pour vous. Nous savons ce qu'il représente. » Michel marcha lentement jusqu'à l'enclos où Esprit attendait, comme s'il sentait l'importance du moment. Le loup se leva immédiatement, s'approchant des barreaux avec cette élégance féline qui l'avait toujours caractérisé. Ses yeux bleus, plus sages et plus profonds qu'ils ne l'avaient jamais été, se fixèrent sur ceux de Michel. « L'heure est venue, mon ami, » murmura-t-il, s'agenouillant pour être au niveau du regard d'Esprit. « L'heure pour toi de trouver ta véritable maison, ton véritable but. » Le loup inclina légèrement la tête, comme il le faisait toujours quand il semblait absorber les mots de Michel. Un geste si familier et si intime, qui serra douloureusement le cœur du photographe. « Je ne t'oublierai jamais, » poursuivit-il, la voix brisée par l'émotion qu'il ne pouvait plus retenir. « Je n'oublierai jamais ce que tu m'as appris sur la connexion, sur l'appartenance, sur l'amour sans condition ni attente. Tu as sauvé ma vie autant que j'ai sauvé la tienne. » Esprit s'approcha davantage, pressant son museau contre la grille qui les séparait. Michel tendit la main, touchant doucement la fourrure épaisse, sentant la chaleur du corps puissant sous ses doigts. Un dernier contact, un dernier moment de connexion. « Va, sois libre, sois ce pourquoi tu es né, » murmura-t-il, laissant finalement les larmes couler librement. « Et sache que, où que tu ailles, une partie de moi t'accompagne. » Comme s'il comprenait la profondeur de cet adieu, Esprit émit un son doux, presque un gémissement, qui résonna à travers le corps de Michel comme une vague. Un son qui semblait capturer toute la complexité de ce moment. Gratitude, tristesse, espoir, promesse. Hélène s'approcha silencieusement, signalant qu'il était temps. Michel se leva, essuyant ses larmes sans honte, et hocha la tête. Il était temps de laisser partir. L'heure de boucler la boucle qui avait commencé il y a 1 an, lorsque 2 solitaires s'étaient rencontrés dans l'immensité de la forêt. La première semaine d'approche fut tendue. La meute sauvage gardait ses distances, observant l'étranger avec une méfiance évidente. Esprit, de son côté, alternait entre tentatives de communication et moments de désolation apparente qui déchiraient le cœur de Michel, observant, tout de loin à travers des jumelles, et les images transmises par les caméras installées autour de l'enclos. « C'est normal », assurait Hélène à plusieurs reprises, bien que Michel pût voir l'inquiétude dans ses yeux. L'intégration n'est jamais immédiate. C'est un processus. Les critiques commencèrent aussi à émerger, venues de certains secteurs de la communauté conservatrice qui remettaient en question l'approche. « Ce loup ne sera jamais véritablement sauvage », déclara un spécialiste renommé dans un article dévastateur. Les dommages causés par l'intervention humaine sont irréversibles. Cette expérience est vouée à l'échec et, pire, pourrait compromettre l'intégrité de la meute sauvage. Michel, qui par le passé se serait retiré face à une telle controverse, se surprit à défendre le projet avec une éloquence féroce. Son appareil photo, autrefois utilisé pour capturer la beauté à distance, était maintenant devenu un outil de défense. Ses photographies d'esprit montrant des comportements purement lupins devinrent des preuves puissantes contre les critiques. Son témoignage, celui de celui qui connaissait le loup le plus intimement que quiconque, avait du poids. Puis, la 3e semaine, alors que l'espoir commençait à s'estomper, quelque chose d'extraordinaire arriva. La femelle alpha de la meute, une louve aux poils sombres et à l'allure imposante, s'approcha seule de l'enclos où se trouvait Esprit, non pas avec l'agressivité défensive des jours précédents, mais avec une curiosité prudente. Michel, Hélène et toute l'équipe observaient, la respiration suspendue, tandis que les 2 loups s'étudiaient à travers la clôture. Un moment de communication silencieuse, un échange de quelque chose qu'aucun humain présent ne pouvait comprendre complètement. « Incroyable !» murmura Hélène, son professionnalisme momentanément éclipsé par l'étonnement. « C'est... l'acceptation !» compléta Michel, sentant un mélange indescriptible de joie et de tristesse se répandre dans sa poitrine. Elle l'accepte. Les jours suivants, d'autres membres de la meute suivirent l'exemple de la femelle alpha, s'approchant de l'enclos,
interagissant avec Esprit de manière de moins en moins hostile. Le langage corporel changea. Les vocalisations prirent de nouvelles tonalités. Cela se produisait plus rapidement et plus complètement que ce qu'aucun des spécialistes n'avait osé espérer. « C'est le moment », déclara Hélène finalement, après une réunion tendue avec son équipe. Toutes les métriques comportementales indiquent que c'est le bon moment. Esprit est prêt. La meute est réceptive. Si nous attendons trop, nous pourrions perdre cette fenêtre d'opportunité. Le grand jour se leva, clair et froid. Un silence quasi sacré planait sur la forêt, comme si la nature elle-même retenait son souffle en anticipation. Tous les préparatifs avaient été faits. L'enclos temporaire serait ouvert, permettant à Esprit de sortir lorsqu'il serait prêt. Un collier de pistage non invasif avait été placé, permettant à l'équipe de surveiller ses mouvements et ses conditions dans les semaines suivantes. Michel, dont le cœur semblait se briser et se reconstruire simultanément, se positionna au poste d'observation éloigné. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il ajustait son appareil photo, déterminé à capturer ce moment final. « Cet adieu, cette libération. Nous sommes prêts », annonça Hélène par radio. Ouverture des portes dans 3, 2, 1. Le bruit métallique de la porte coulissante résonna dans la clairière. Esprit, qui avait observé tout avec cette calme vigilance qu'il avait toujours caractérisée, ne bougea pas immédiatement. Il resta à l'entrée de l'enclos, regardant la forêt ouverte devant lui, puis se retournant pour regarder dans la direction où il savait que Michel se trouvait. Ce fut un moment suspendu dans le temps. L'homme et le loup, connectés par un fil invisible qui transcendait les espèces, le langage, même le temps lui-même. Un moment de compréhension mutuelle parfaite, un moment de gratitude, un moment d'adieu. Et puis, avec la grâce fluide qui laissait toujours Michel sans souffle, Esprit s'avança. Un pas, puis un autre. Finalement, un saut élégant qui l'emporta au-delà des limites de l'enclos, vers la liberté, vers son destin. Michel continua à photographier à travers les larmes qui brouillaient sa vision, capturant la silhouette argentée se déplaçant entre les arbres, les pattes touchant le sol de la forêt avec de plus en plus de confiance, la queue dressée en un arc majestueux. Et puis, comme un fantôme, Esprit disparut dans la densité de la forêt, libre, sauvage, chez lui. Les semaines suivantes furent une montagne russe émotionnelle. Les données du traceur montraient qu'Esprit restait à la périphérie du territoire, de la meute, s'approchant et s'éloignant, testant les limites, négociant sa place dans la complexe hiérarchie sociale des loups. C'est exactement ce à quoi nous nous attendrions d'un nouveau membre, expliquait Hélène lors des réunions de mise à jour quotidiennes. Il ne sera pas accepté instantanément comme un égal. Il doit prouver sa valeur, trouver sa position. Michel absorbait chaque information comme un homme assoiffé. Chaque rapport, chaque donnée du traceur, chaque observation rare signalée par les chercheurs de terrain devenait partie de son nouveau rituel quotidien. Une façon de maintenir la connexion, même à distance. Une manière de continuer le voyage partagé, même si maintenant il suivait des chemins séparés. Le documentaire sur Esprit fut achevé et présenté en première dans un important festival de cinéma environnemental, recevant un accueil critique élogieux. L'histoire du photographe solitaire et du loup abandonné qui s'étaient sauvés mutuellement toucha les cœurs du monde entier, en particulier parmi les femmes plus âgées, qui s'identifiaient au message de connexion, de but renouvelé et à la beauté douce amère d'aimer suffisamment pour laisser partir. Michel, autrefois un homme qui évitait les feux de la rampe à tout prix, se retrouva à contre-cœur au centre de l'attention. Des invitations à des conférences commencèrent à arriver. Des propositions de livres, des demandes de partager son expérience et les photographies extraordinaires qu'il avait capturées au cours de ce voyage transformateur. La nouvelle arriva 6 mois après la libération. Un email succinct d'Hélène, généralement si formel. Dans ses communications, il a chassé avec eux hier, pour la première fois, comme un égal, comme faisant partie de la meute. Michel lut et relut ces mots simples, sentant leur signification profonde réverbérer à travers son corps, son esprit, son âme. Esprit avait réussi. Il avait complété la transition. Il avait trouvé sa place. Cette nuit-là, assis seul,
Sur la véranda de la cabane qui semblait maintenant simultanément plus vide et plus pleine de sens que jamais, Michel se permit de pleurer à nouveau. Pas seulement des larmes de perte, bien que l'absence d'esprit fasse encore mal comme un membre fantôme, mais des larmes de joie aussi, d'accomplissement, de but accompli. Le printemps revint dans la forêt, apportant avec lui une vie nouvelle, de nouvelles possibilités. Exactement 1 an après la libération d'esprit, Michel retourna à l'endroit où tout avait commencé. Ce tronc tombé recouvert de mousse dans cette clairière silencieuse, où il avait trouvé un louveteau tremblant qui changerait sa vie pour toujours. Il monta son appareil photo avec un soin quasi révérencieux, cadrant la scène familière avec de nouveaux yeux. Des yeux qui avaient appris à voir non seulement la beauté superficielle de la nature, mais la profonde interconnexion de toutes les choses vivantes. Des yeux qui avaient pleuré, qui s'étaient émerveillés, qui avaient été témoins de miracles simples et profonds. Et tandis que le soleil se couchait, projetant des rayons dorés à travers les arbres, exactement comme en ce jour fatidique, 2 ans auparavant, Michel captura son image finale. Non pas d'un loup, mais du lieu où un loup était né non seulement à la vie, mais à la transformation. Le lieu où un homme était également rené. En rangeant son appareil photo, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le voyage avec esprit était arrivé à sa fin, mais un autre commençait. Un voyage de conservation, d'éducation, d'inspiration. Un voyage pour raconter des histoires qui connectaient les gens à la nature, qui rappelaient à tous qu'au final, nous ne sommes pas si différents des créatures sauvages qui partagent notre monde. Et quelque part dans l'immensité de la forêt, un loup aux yeux bleus courait libre avec sa meute, sous la lumière argentée de la lune. Sauvage, complet, chez lui. Certains diraient que ce n'était qu'un loup, juste un animal suivant ses instincts. Michel savait mieux. Il savait que certaines connexions transcendent les explications. Certaines histoires résonnent bien après que les mots se soient tus. Certaines rencontres changent non seulement des vies, mais des âmes. Regardant une dernière fois la clairière où tout avait commencé, Michel sourit et murmura des mots que le vent emporterait loin, vers le cœur de la forêt, aux oreilles, d'un esprit qui avait touché son âme et transformé son existence. Cours libre, mon ami, cours libre.